Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Laurent. Bonjour Perrine. D'où me parles-tu aujourd'hui ? De l'Heureux, à côté de Rennes, en Bretagne. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Il y a déjà plusieurs mois, on a commencé à échanger et tu as courageusement et généreusement accepté de partager avec les auditeurs et les auditrices de Canary Call ton évolution professionnelle. J'aime bien parler d'évolution professionnelle plus que de reconversion, en fait, parce que pour moi, c'est plus une logique de mouvement qui souvent prend aussi un temps et des tournants peut-être différents de ce qu'on a pu imaginer, peut-être différents d'ailleurs d'un tournant tout simple. Ouais. Enfin, tout simple, non, je ne veux pas non plus dire qu'un tournant c'est simple, mais en tout cas, tu fais partie des rares personnes en fait qui ont accepté quand j'ai posé la question, parce que je pense que forcément, quand on écoute Canary Call, c'est qu'on a envie d'avoir un impact différent à travers son métier, qu'on se pose des questions aussi par rapport à son alignement dans son activité. Voilà, c'est aussi l'idée dans le partage par rapport à ces cheminements. Et toi, tu as accepté, alors que tu étais en pleine recherche, en études, tu vas nous raconter tout ça. Ouais. Depuis, c'est passé plein de choses, bien évidemment. Mais merci beaucoup. Mais merci à toi, merci de me laisser l'opportunité effectivement d'échanger et puis de rejoindre cette grande communauté de piailleurs, de canaris, de petits oiseaux, donc de petits lanceurs de messages. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup plus en fait qu'on croit. Donc c'est le message optimiste de la démarche de ce podcast. Okay. Et vous êtes plein dans... Voilà, et il reste juste à vous trouver, à vous écouter. C'est la mission de ce podcast. Tu connais la traditionnelle question. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Ouais, j'y ai pas mal réfléchi. Plutôt qu'un animal, ce serait plutôt une espèce ou une catégorie d'animaux. Ce sont les grands singes, dont nous faisons partie d'ailleurs, parce que je trouve que je suis toujours fasciné, moi, à les regarder, à regarder les documentaires sur les grands singes, à la fois les individus qu'ils sont, comment ça nous ramène une sorte de primitivité, puis comment ils s'organisent aussi. Je trouve que c'est fascinant quand on regarde les bonobos, par exemple, c'est assez incroyable. Donc oui, je dirais les grands singes de manière générale. Et puis je pense qu'on n'a pas encore fini de les observer. Je pense que plus ça va aller, et plus finalement on va avoir besoin de retourner une forme de simplicité ou de logique et de bon sens en fait. Et je trouve qu'ils en sont une sorte de représentation. Je les aime beaucoup. Je sais que tu as fait pas mal de démarches pour changer de secteur d'activité. Ceci dit, tu portes un métier, une posture. Imaginons, Laurent, que demain, tu aies une intervention à faire dans une école post-bac et que tu aies à présenter ton métier. Comment est-ce que tu le présenterais ? Le métier tel que je le conçois, c'est d'être un accompagnateur des femmes et des hommes dans des entreprises, des organisations, pour faire en sorte de répondre au mieux aux enjeux sociétaux d'une manière générale, donc les enjeux environnementaux évidemment, mais surtout les enjeux sociaux auxquels nous sommes confrontés individuellement et collectivement. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Ah, c'est une excellente question de ça, Perrine, parce que c'est un peu ce qui a tout déclenché finalement. Alors quand j'étais petit, peut-être pas petit, mais quand j'étais jeune ado, je voulais... Quand tu étais un peu plus jeune, quoi. Voilà, quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais un peu plus de cheveux, je voulais être artiste. En fait, je voulais être chanteur, écrire mes paroles. J'ai découvert le rock anglais à l'âge de 14-15 ans, et notamment Morrissey. Donc je voulais être comme lui, je voulais être un artiste. Je voulais écrire des paroles, chanter,
tourner dans le monde entier, créer. C'était ça qui était très intéressant. Et puis ce côté un peu bohème ou un peu hors du système m'intéressait ou m'attirait beaucoup. Je suis vraiment devenu fasciné par ce métier, je sais pas si on peut même appeler ça un métier, mais cet art de vivre finalement et cette capacité de faire de sa vie une sorte de création permanente. Donc voilà ce que je voulais faire quand j'étais petit. Donc on en est un peu loin, par bien des aspects, on va dire. Quel lien tu pourrais faire d'ailleurs avec ce que tu fais maintenant, ce que tu as envie de faire? Alors, il y a les aspects humains, parce que ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est le fait de créer, c'est quelque chose d'assez individuel, d'une certaine manière, voire même très personnel, bien souvent, mais c'est aussi nourri par les autres, beaucoup, énormément, parce qu'on voit, parce qu'on observe. Trop souvent, les artistes sont très sensibles, et donc, du coup, ont cette capacité à observer un peu, et à observer et à absorber le monde. Et je pense que dans ce qu'on vit aujourd'hui, on a cette nécessité aussi de s'inquiéter des autres, de s'inquiéter alors, j'aime pas trop le mot environnement parce qu'il y a une forme d'anthropocentrisme un peu qui est pas forcément très adapté aujourd'hui, mais en tout cas de s'ouvrir un peu à ce qu'il y a autour de soi. Et j'y vois là une similitude, c'est-à-dire qu'on a, je pense aujourd'hui une petite crise de l'intérêt à l'autre, de l'intérêt à ce qui nous entoure, et c'est ce que j'aimais beaucoup moi. Et puis oui, l'aspect vraiment humain, quoi, l'aspect collaboratif. J'aimais beaucoup l'idée quand même de travailler en groupe, de créer en groupe, de rencontrer de différentes personnes tous les jours, de voyager, donc de découvrir aussi le monde. Il y a là des parallèles intéressants, je pense. Est-ce que tu sais déjà ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand? Il y a quelque chose que j'aime bien dire. Alors, c'est en fait faire en sorte que l'objectif que je me suis fixé il y a quelques années, quand j'ai commencé à réfléchir justement à ce que je voulais faire quand je serai plus grand, c'est essayer de faire en sorte que chaque minute qui me reste à vivre sur cette belle planète soit consacrée d'une manière ou d'une autre à faire ma toute petite part pour ces sujets-là. Donc, que ce soit les questions environnementales ou les questions sociales, c'était vraiment ça, c'est dire mais comment effectivement j'arrive à consacrer chaque instant qui me reste à vivre à ces sujets-là et à essayer de faire ma part, mais vraiment très humblement, très modestement, et pas changer le monde, mais pas me dire, bah tiens, t'as raté une occasion de faire quelque chose là, aujourd'hui, ou hier, ou il y a une heure. Donc finalement, je me dis que quand je serai grand, bah, j'essaierai d'être quelqu'un qui optimise son temps dans l'objectif de bien ou de mieux faire les choses, ou de participer à tous ces défis qu'on doit relever. Alors, je vois déjà plein de liens avec d'autres membres de la communauté. Je pense que tu auras peut-être plaisir à écouter, découvrir Benjamin Hainaut dans l'épisode 49. Il est cofondateur de l'association Music for Planet. Ah yes. Donc, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais qui accompagne finalement le secteur de la musique à réfléchir aussi à son impact. Donc, ce sont des fans, peut-être un premier lien. Et puis, nous avons été nous-mêmes mis en relation par Eva et Simon. Yes. Donc, un des premiers épisodes, l'épisode numéro 11, qui ont mené un changement de vie aussi et professionnel et personnel et de pays. Enfin bon, j'en dis pas trop. Mais en tout cas, on a été mis en relation. Et justement parce que je crois que vous êtes rencontrés dans vos premiers mondes professionnels respectifs avec Simon. Alors, est-ce que tu veux me raconter un peu d'où tu viens? Oui, absolument. Ouais, tout à fait, Perrine. Merci. Ouais, c'est majeur en fait parce que j'ai donc... à l'âge de, comme je disais, 14-15 ans, je suis devenu obsédé par le fait de devenir artiste et d'en faire mon activité principale. Il y a finalement quelques années que je me suis dit, mais je suis artiste, en fait, j'écris des chansons. Donc je suis artiste, je crée, mais sauf que j'en ai pas fait mon activité principale. Mais à l'époque, je me suis dit, bah c'est ça va être ça. Et donc l'idée, c'était de partir à Londres parce que c'était là que ça se passait, en fait, surtout le type de musique que je créais, c'était là et pas nulle part ailleurs, mais c'était un peu l'épicentre de tout ce que moi j'écoutais. Et donc je suis parti à Londres. Bon, il fallait quand même que je trouve du travail, donc c'est d'ailleurs mes parents qui m'ont poussé un peu quand même à trouver un métier et à faire quelque chose. Et je savais que l'hôtellerie recrutait beaucoup là-bas, donc j'ai passé, après des études d'anglais, j'ai obtenu un diplôme en hôtellerie et je suis parti, j'ai trouvé du travail à Londres
j'ai trouvé un premier poste qui était déjà très très bien dans l'hôtellerie de luxe, où j'ai fait un peu de tout, en fait, standardiste, agent de réservation, puis réceptionniste, dans un très très bel hôtel qui s'appelle l'hôtel Browns. Et j'ai voulu changer à un moment donné, au bout d'un an, voir un peu ce qui se passait à côté. J'ai envoyé mes CV dans ce qui se faisait pratiquement de mieux dans l'hôtellerie de luxe à Londres, comme ça, très très modestement, en me disant que j'allais forcément trouver du travail. Et j'ai rencontré effectivement, j'ai fait plusieurs entretiens dans plusieurs très très beaux hôtels, et au Barclay, j'ai rencontré deux managers, dont, alors moi je l'appelle Simon, parce que j'ai toujours appelé Simon, mais c'est Simon effectivement, qui était à l'époque. Hello Simon. Hello Simon. Et donc j'ai déjà adoré l'entretien qu'on a eu ensemble, qu'on a passé, le moment qu'on a passé ensemble, et donc j'ai été convaincu de le rejoindre au Barclay. On a travaillé ensemble pendant 1 an et demi. Et après, lui a pris de nouvelles fonctions dans un autre hôtel. Il m'a proposé de le suivre, ce que j'ai accepté évidemment. Donc on a travaillé ensemble pendant 2 ans et demi, 3 ans. Après, j'ai quitté Londres pour des raisons personnelles. Je pensais retourner à Londres, et puis parce que j'avais toujours ce projet musical, ce projet artistique en tête. Et puis finalement, la vie a fait que je suis resté en France. Mais Simon ça a été un des managers les plus impactants pour moi, influents. Il a été un role model manager, ça existe. Exactement, ça existe. Et ouais, et c'est majeur en fait. C'est une des raisons principales pour lesquelles on se parle aujourd'hui en fait. C'est incroyablement bien. On va en reparler, j'imagine. Mais donc du coup, on a travaillé ensemble, et en même temps qu'on construisait cette relation professionnelle, on est devenus très proches, et ça fait, on est des amis de 20 et quelques années aujourd'hui. Donc oui, je le considère presque comme un frère. Il m'a aidé dans les moments difficiles. Et puis voilà, oui, c'est un ami très proche. Et alors, je lui en veux aussi, parce que c'est lui qui finalement m'a aussi donné envie de continuer dans l'hôtellerie, et peut-être de laisser un peu, pas tomber la musique, mais plus j'avais des difficultés à faire ce que je voulais en termes d'activité artistique, mieux ça marchait dans l'hôtellerie. Et donc du coup, forcément, à un moment donné, la vie est chère à Londres, donc il fallait aussi bien subvenir à ses besoins. Et donc oui, effectivement, je lui en veux pas du tout, je rigole, mais c'est vrai que d'un certain point de vue, j'avais pas prévu finalement que mon activité professionnelle, qui était pour moi purement alimentaire, ne servirait que de manière transitoire à m'aider à devenir artiste à temps plein. Finalement, c'est devenu non seulement 20 années de ma vie professionnelle, et puis et ça a débouché aussi sur une très belle amitié, et ça a aussi d'une certaine manière beaucoup nourri ce pourquoi on se parle aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce métier-là ? Qu'est-ce qui t'a surpris et qui t'a retenu dans ce secteur, dans ces fonctions ? Alors, il y avait des questions managériales déjà, parce qu'effectivement, en plus de Simon, j'ai eu la chance de connaître d'autres managers qui m'ont vraiment marqué. Et je trouve que c'était aussi, c'est tout cet environnement finalement humain dans les entreprises que j'ai connu 3 entreprises à Londres, hein, c'est pas énorme, mais à chaque fois, effectivement, j'ai fait le même constat, que j'ai pas réussi à retrouver nécessairement en France. Et ce qui est pas du tout c'est pas un jugement de valeur, ou je suis pas en train de dire que c'était mieux là-bas. En tout cas, pour moi, ça me correspondait vraisemblablement mieux, et c'est aussi quelque chose à quoi je dois réfléchir dans les années qui viennent. Mais l'aspect managérial m'a vraiment beaucoup plu, et dès que j'ai eu l'occasion d'accompagner d'autres personnes, dans mes premiers postes de superviseur ou de manager, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai apprécié le fait que ce sont des vrais métiers c'est de l'artisanat un peu, c'est des métiers de transition, et notamment dans l'hôtellerie de luxe, en fait, que j'ai pu connaître. On est vraiment sur de la transmission de savoir, finalement, permanente. Ça, c'est très intéressant. Et puis, surtout, quelque chose qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est l'excellence, et ce niveau d'excellence qui est requis finalement au quotidien, et cette nécessité d'être pratiquement tout le temps dans une forme de perfection, même si évidemment c'est compliqué d'être parfait, mais c'est même impossible, mais en tout cas de tendre vers une forme de perfection, en tout cas d'excellence, avec tout ce que ça demande aussi de savoir-être, de savoir-faire. Et puis peut-être un dernier point, c'est les relations aussi. Alors c'est pas les relations humaines pour les relations humaines, mais c'est ces relations cette relation client, dans cette volonté de faire plaisir et d'anticiper les attentes de nos clients pour leur faire vraiment plaisir en fait. Et le fait de voir qu'on a réussi à faire plaisir aux gens, voire à les surprendre en anticipant leurs envies, leurs besoins, leurs attentes, ou en répondant à des moments peut-être de stress, d'incompréhension, de frustration, de déception. Ça, je trouvais ça vraiment très très plaisant. Quand on s'est parlé donc en fin d'année 2022, tu étais vraiment dans la phase de décision de te dire j'ai envie vraiment de changer de secteur et de métier et secteur. Donc là, moi, en tant que recruteuse, on en avait discuté. Forcément, voilà, pour moi, j'ai jamais envie de dire que quelque chose est impossible, parce que je pense que quand on porte le projet,
Et c'est un sacré défi quand on veut changer et de métier et de secteur. Qu'est-ce qui t'a amené à cette décision assez radicale Oui. En fait, Est-ce qu'elle est venue d'un coup? Est-ce que c'était petit à petit alors c'est pas venu d'un coup. D'ailleurs, je fais peut-être un petit aparté là, mais je crois pas du tout au concept de grande démission et dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, on constate depuis 2-3 ans effectivement des grosses difficultés de recrutement avec des pénuries de main-d'œuvre, que beaucoup se sont empressés de mettre ça sur le dos de la grande démission suite au Covid. Bah oui, les salariés se sont retrouvés dans leur canapé toute la journée à regarder la télé, donc ils veulent plus travailler. Sous-entendu, c'est des feignants. Ça, j'y crois pas du tout en fait en l'occurrence. Donc c'est pas du tout ça qui s'est passé pour moi. Et je pense d'ailleurs que les salariés ne sont pas du tout, et notamment dans le secteur d'activité de l'hôtellerie-restauration, c'est pas que les gens n'ont plus envie de travailler. C'est juste que les gens n'ont plus envie de travailler de la manière dont on leur demande de le faire. C'est complètement différent. Et quand on s'est retrouvé confiné, l'ensemble des équipes que j'accompagnais moi à l'époque, parce que j'étais encore dans une fonction de directeur général, n'attendait qu'une chose, c'était de recommencer à travailler. Et ils trépignaient à la maison, mais très clairement. Donc c'était pas c'était pas une rupture ou une cassure pour moi. C'est surtout que, si on revient un tout petit peu en arrière, mais c'est juste pour expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que on parlait du management et de ces managers qui m'ont inspiré. Après, j'ai eu des managers qui étaient nettement moins inspirants pour le coup. Et depuis ces années à Londres, je réfléchissais en fait à tous ces sujets-là, à comment gérer l'humain finalement. C'est ça qui m'intéressait. Alors il y avait aussi une sorte de prise de conscience environnementale plus à titre personnel. Et j'arrivais pas à mettre tout ça en commun, ça me chatouillait de plus en plus. Et il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années, je faisais partie d'un club hôtelier à Paris. Et quand je travaillais à Paris, et donc il y avait une commission développement durable. Et donc on se réunissait tous les 2 mois à peu près, on évoquait différents sujets. Et un soir, on nous a présenté la RSE, mais de la seule manière qui vaille pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire en nous présentant la norme ISO 26000. Et là, j'ai vu la lumière. C'était une révélation. Je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est ça que je cherche depuis le début de ma carrière. C'est comment effectivement pérenniser une organisation en prenant en considération, alors certes les enjeux environnementaux qui étaient déjà importants pour moi, mais surtout les aspects humains, sociaux dans l'entreprise, quoi. Et donc je me dis, mais tout est là en fait. Tout est là. On peut effectivement faire du business en respectant les autres, en respectant le vivant, en respectant la nature. Et au contraire, c'est même un levier extrêmement puissant parce que on va prendre en considération aussi les individus de l'entreprise pour faire en sorte qu'ils soient le plus performants possible. Donc c'est venu de là en fait. Depuis une quinzaine d'années, je réfléchis à ces sujets. Je m'auto-forme, si je puis dire, sur ces sujets-là, même en tant que manager, j'essaie d'appliquer ces principes-là. Et il y a 3 ans maintenant, 2 ans, le temps passe trop vite, mais du coup, j'ai décidé de reprendre mes études et de me spécialiser, d'obtenir une forme d'expertise en RSE, parce que pour moi, j'avais besoin de valider aussi toute cette recherche que j'avais pu faire pendant 15 ans, et puis pour aussi obtenir encore plus de compétences et à obtenir une expertise qui me servirait, il me semblait évident que ça me servirait après, à être un professionnel ou un acteur professionnel encore plus pertinent de ces sujets-là. Mais à l'origine, c'est ça, c'est venu de là en fait. Donc tu vois, tout est lié finalement. C'est-à-dire d'un démarrage, une sorte de début une volonté de carrière artistique, un début de carrière à Londres où je rencontre des gens qui sont très, très influents, qui me font m'interroger aussi sur finalement qu'est-ce que c'est l'entreprise, qu'est-ce que c'est quoi de créer de la valeur en commun, comme ça, en groupe, quelle est ma place, et trouver qu'il y a quelque chose qui cloche en fait même dans le secteur d'activité dans lequel j'étais. L'hôtellerie de luxe, elle est très questionnable parmi les aspects, donc finalement me rendre compte que tout ça était écrit, existait, et que ça pouvait être pour moi la suite d'une carrière très intéressante. Et pourquoi le changement de secteur ? C'était pas nécessairement, j'avais pas de volonté réelle de changer de secteur. Tout ce que je voyais, c'était simplement dire, entre guillemets, mais alors, j'ai toujours été dirigeant salarié, moi j'ai jamais eu mes affaires, donc mes entreprises, donc par contre dans ma famille, effectivement, mon papa a eu son entreprise, donc je sais aussi ce que c'est d'être entrepreneur et les difficultés parfois terribles en fait auxquelles sont confrontés les entrepreneurs. Donc je me garderais bien de toute forme d'injonction ou de donner des leçons, mais j'avais simplement le sentiment que tout ce que je voulais, moi, c'était créer de la valeur différemment, quoi. Et ce que j'ai quand même constaté dans le secteur activité qui était le mien pendant plus de 20 ans, c'est que il y a un modèle qui est assez récurrent où finalement, petit à petit, on remplace des hôteliers par des financiers. Et tu vois, quand je te parlais effectivement de pratiques managériales qui m'ont intéressé dans ces métiers-là, d'une
d'une présence humaine très, très importante dans nos métiers, parce que faut pas oublier que les hôtels, ils sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc l'aspect humain, il est majeur en fait. Et quand on corrèle à ça, effectivement, ces questions de service client, de satisfaction client, d'envie de rendre service, d'envie de faire plaisir, il y a quelque chose qui à un moment donné est difficilement... l'équation est difficile quand même à résoudre. Donc c'est peut-être plus ça qui m'a fait dire à un moment donné, je suis pas sûr que cette expertise que j'ai obtenue grâce à ma reprise d'études et puis ces convictions que je porte, cette forme de radicalité que je porte, je suis pas sûr de pouvoir réellement l'appliquer dans ce qui est aujourd'hui ce secteur d'activité. Et je me trompe peut-être, mais je connais bien le secteur d'activité pour le coup, et je vois bien que les initiatives sont extrêmement rares, et quand elles, et même les plus vertueuses, j'ai tendance à dire qu'elles ne le sont pas si vertueuses que ça. Donc c'est peut-être si ça aussi à un moment donné qui m'a fait dire, ouais, j'ai peut-être envie d'autre chose. Mais aussi bien, c'est peut-être encore qu'une transition vers autre chose après, je ne sais pas. Je sais pas. Donc je ferme pas la porte complètement. Et en tout cas, c'est pas un rejet. C'est pas un rejet complet du secteur d'activité en tant que tel. Pas du tout. Tu n'as pas encore rencontré un projet ou une équipe auquel tu croyais. C'est ça aussi. Et vraisemblablement pas des porteurs de projets qui avaient effectivement ça en eux. Mais ça, on peut y revenir aussi. C'est parce que on se confronte aussi à une forme de réalité. Et encore une fois, je comprends effectivement les réalités de ce qu'est une entreprise et de la nécessité de la pérenniser et de créer de la valeur. Mais non, c'est effectivement, je pense que j'ai pas trouvé les gens aujourd'hui qui sont suffisamment convaincus pour entendre les discours qu'on doit tenir, parce que l'urgence sociétale fait qu'on doit tenir ces discours-là. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression de pédaler à la seconde qu'autre chose quand j'essaie d'évoquer ces sujets-là avec les investisseurs qui aujourd'hui sont à la tête des principales entreprises dans le secteur. Donc oui, je pense que c'est surtout ça. Des débats à venir dans la communauté, parce qu'on a 2 épisodes qui sont liés à des acteurs dans le secteur de l'hôtellerie, donc des débats riches à venir. Ah oui, avec plaisir. Donc, quand on s'est parlé, tu étais fraîchement diplômé, donc d'un MBA au RSE, c'est bien? Ouais, c'est ça, MBA Management de la RSE et Performance des organisations, donc à De Vinci, à Paris. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette formation? Est-ce que tu retiens? Plusieurs choses très intéressantes et très importantes. Et la première, c'est vraisemblablement l'expertise. C'est-à-dire que je me désole quand même de voir que depuis une dizaine d'années, la RSE a été quand même un peu mise à toutes les sauces, galvaudée, torturée, et finalement, le fait de faire une reprise d'études apporte un éclairage très théorique, mais très complet, très exhaustif sur ce qu'est réellement la RSE. Ce qu'il ne faut pas oublier, si on doit résumer ça en une phrase, c'est que la RSE est quand même cadrée, bordée par une norme ISO 26000. Alors, je me répète souvent, mais il y a quand même pas beaucoup plus normé qu'une norme ISO. Et j'ai dit aux gens, arrêtez de faire du mal à cette pauvre RSE et de la placarder sur n'importe quel petit éco-geste, parce que ça, c'est terrible en fait. Et de reprendre des études dans ce cadre-là, de faire ce type d'études-là, donne effectivement une vue d'ensemble, une vue à 360 degrés de ce qu'est une stratégie de durabilité dans un processus de création de valeur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que du coup, j'avais une bonne vision malgré tout, mais pas suffisante. Et aujourd'hui, j'ai une vraie vision globale de ce que doit être aujourd'hui une réflexion d'un dirigeant, d'une gouvernance d'entreprise sur ce que devrait être leur stratégie de durabilité. Et puis ce que ça apporte aussi, c'est qu'on se retrouve à 35 dans une promo, à se voir tous les lundis, voire des semaines entières, et à échanger sur ces sujets-là. Donc ça fait quelques heures par semaine et donc quelques mois dans sa vie. Ça donne l'occasion en fait de réflexion, de travail en commun, et de partager effectivement des compétences et des talents en fait de 34 autres personnes, et en plus des intervenants qui sont là avec nous, qui nous nourrissent, qui sont des intervenants je dirais extérieurs mais professionnels, donc qui prouvent effectivement qu'on peut porter des convictions fortes, des valeurs fortes, et en faire effectivement une activité professionnelle qui a du sens et qui a un impact. Mais je pense que c'est sur ce qui m'a vraiment marqué, au-delà effectivement de l'aspect théorique qui est très très important, et j'insiste là-dessus, c'est aussi le fait de se retrouver sur un groupe comme ça de gens très bien câblés, et puis d'avoir tout ce jus de crâne comme ça à disposition, et puis et pendant 12 mois de se nourrir de ça. Et puis je pense que c'était aussi un challenge que je voulais me
me fixer, de me dire, bah voilà, est-ce que tu es capable, effectivement, à 45-46 ans, de reprendre tes études. J'ai jamais été brillant à l'école, hein, faut pas se cacher. Puis à partir du moment où j'ai voulu être artiste, j'avais plutôt tendance à regarder par la fenêtre plutôt que de regarder le tableau. Et donc, du coup, c'était aussi une occasion pour moi, peut-être de me remettre dans ce bar académique et puis de me dire, bah si, tu vois, t'es pas complètement, tu vas y arriver, quoi. Tu peux y arriver, moyennant quand même. C'est quand même une année très dense, très intense, mais c'est une manière aussi de se confronter à soi-même, à ses limites, ou peut-être parfois à ses croyances limitantes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les démarches de formation continue, pour l'avoir moi-même fait à plusieurs reprises. C'est quand même des moments, oui, exigeants parce que ça prend du temps, c'est un engagement, c'est dense, souvent. Finalement, on a perdu l'habitude d'être assis 8 heures par jour à recevoir de l'information. C'est vraiment, une posture au quotidien très, très différente. Et puis, mine de rien, c'est assez inconfortable parce que ça ouvre forcément tout le temps avec le groupe. On pense à la suite aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire donc, c'est un moment où on se pose beaucoup de questions. Donc, ça prend pas mal d'énergie, pas que scolairement en fait, aussi dans les remises en cause. Donc, il faut quand même pas mal d'humilité pour retourner sur les bancs de l'école et de résilience pour aller au bout. Et puis alors, moi, le sujet des formations continues aussi, quand je prends mes casquettes soit de coach, soit de recruteuse, je dis toujours attention, un projet de formation, ça sert à un projet, mais ça ne génère pas un projet professionnel par magie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sort avec le diplôme que, bam, ça y est, on va avoir un job avec le titre. Donc, si on fait un diplôme en RSE, qu'on va être recruté sur un job RSE le lendemain. Ça s'inscrit dans un parcours, dans un cheminement, mais ça peut pas être ça ne crée pas le projet professionnel en soi. Comment ça s'est passé pour toi ? Qu'est-ce que tu peux partager, toi, de ton expérience par rapport à ça ? Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a peut-être à tort, en tout cas, moi, j'ai peut-être eu ce tort-là de se dire, effectivement, quand vous regardez le descriptif d'une formation, forcément, à un moment donné, ils vont évoquer les postes potentiels à la sortie de la dite formation. Et donc, j'avais pas un poste en tête, mais effectivement, je voyais comment ça devait vraisemblablement se passer à l'obtention du diplôme à la fin de la formation. Et donc, oui, j'ai cherché effectivement des postes en RSE, que ce soit en interne dans les entreprises, chargé de mission, chef de projet RSE, ou même des postes en consultant dans le cabinet de conseil. Et c'est vrai que j'ai pas forcément eu de beaucoup de retours, ou les retours n'ont pas forcément été positifs. Je me suis posé pas mal de questions. Ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que on ne peut pas faire l'économie d'un vrai projet, ou en tout cas d'une réflexion sur le projet. Et surtout, je pense qu'il faut aussi admettre que entre l'idée qu'on se fait de son projet au terme de la formation et ce qui sera la réalité, finalement, il va falloir souvent rectifier le tir. Enfin, pas à chaque fois, mais en tout cas, si moi je partage mon expérience personnelle, c'est qu'il a fallu quand même à plusieurs reprises rectifier le tir de ses recherches, de la manière dont on se positionne, de ce qu'on s'attend à trouver. Et donc, c'est vraiment important. Alors, à la fois, c'est important de ne pas avoir de certitude, ou de ne pas avoir finalement quelque chose de trop établi, ou de trop écrit, ou de trop structuré, parce finalement, on s'enferme un peu, sauf à ce que ce soit vraiment où il y ait vraiment des opportunités, auquel cas, il faut y aller, et en général, on trouve. Mais oui, ça nécessite quand même beaucoup de remise en question, et de se dire que finalement, ça va pas... il va falloir plusieurs fois revenir c'est un peu comme une chanson, quoi. C'est jamais vraiment fini. Et puis, entre l'idée de départ et ce à quoi t'aboutis à la fin, en général, il y a quand même beaucoup de ratures, beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations. Et puis, à la fin, en général, ça fait quand même quelque chose dont tu es plutôt satisfait. Donc, et je pense que c'est ça, en fait, l'idée, c'est que il faut aller au-delà des postes. Et puis, il faut pas oublier, encore une fois, que, alors, tu me parleras encore une fois de cette forme de radicalité, mais j'ai pas le sentiment qu'effectivement, dans une majorité d'entreprises, je pense que les fonctions RSE sont encore assez mal définies et sont assez peu corrélées avec les enseignements qui étaient ceux de ma reprise d'études. Et donc, du coup, il y a aussi une forme de déphasage, en fait, entre ce qui est aujourd'hui mon profil et ce qu'on peut vendre à la sortie d'une formation comme celle-ci. Ce qui est
mais je le dis très modestement, mais il y a une vraie expertise parce que c'est ce qu'on nous transmet finalement. Mm. Et puis les besoins aujourd'hui des entreprises, pour bien des raisons en fait, en l'occurrence, mais des besoins qui sont tout autres en fait. Et quand on assez régulièrement, alors, il y a des entreprises qui sont de ce point de vue-là déjà très structurées et très efficaces, mais c'est peut-être pas celles-là qui ont besoin de cette expertise-là non plus, parce que de facto ils ont déjà une forme de maturité qui fait qu'ils n'ont pas forcément besoin ou moins besoin de ces compétences-là. Mais effectivement aujourd'hui il faut se rendre compte aussi que le marché n'est pas forcément encore très très mature sur ces questions-là, et donc ça oblige aussi à rectifier un peu le tir. Et puis je pense que moi, si je reprends un petit peu en amont, la raison pour laquelle j'ai fait cette formation-là, ça partait de toutes ces questions humaines dans l'entreprise, ces questions de management, comment on guide les équipes, et c'est ça en fait qui m'a intéressé principalement dans les RSE, pratiquement plus que des questions environnementales, parce qu'aujourd'hui les entreprises, à moins d'être vraiment complètement déconnecté de la réalité, un entrepreneur sait en fait de quoi il s'agit quand on veut mettre en place une stratégie environnementale. Mais en revanche, sur les questions de gouvernance, sur les questions managériales, sur les questions sociales et humaines, là, je trouve que c'est nettement moins clair dans la tête de beaucoup de dirigeants. C'est nettement moins clair, effectivement, même d'une manière générale dans les formations ou dans la manière dont on envisage l'entreprise ou une organisation, ou une entreprise de création de valeur. Et donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup plus de choses à aller chercher. Mais comme c'est moins identifié dans les RSE aujourd'hui, finalement, on se retrouve à parler de choses qui ne sont pas dans les prérogatives ou dans les attentes des recruteurs éventuels. Donc, il faut quand même vraiment s'ouvrir beaucoup. Et je pense qu'à un moment donné, il faut juste se dire, ça va prendre du temps. Et ça va nécessiter de louvoyer pas mal. J'adore ta manière de décrire ton chemin de recherche d'emploi comme l'écriture d'une chanson. Ouais. Oui. Et, est-ce que tu tiens ton refrain? Non, je crois pas. Je crois pas. Non, je crois pas. Mais T'as pas le refrain encore? Non, j'ai pas le refrain. J'entends quand même qu'il y a des choses. Voilà, t'es prêt à raturer des couplets, à réécrire, à rebrousser chemin, mais qu'il y a quand même des choses auxquelles tu tiens radicalement. C'est-à-dire que t'es OK pour louvoyer dans le chemin, et il y a quand même des points d'ancrage qu'on risque de retrouver dans la musique, quoi qu'il en coûte. C'est ça. Il y aura forcément des choses, il y a des éléments, effectivement, dans la création de la chanson qui sont quand même un peu indispensables et incontournables, et sur lesquels je ne voudrais pas déroger. Après, le refrain, c'est en général ce par quoi je termine quand j'écris une chanson. Ceci dit, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas encore. Bah oui, je sais pas pourquoi. Les idées, en général, ça ressemble toujours à un début de chanson. Après, je galère pour le reste. Les 2 premières lignes, ça va. Et après, je mets des années à faire le reste. Mais il y a effectivement des éléments qui me semblent indispensables. C'est pas des éléments techniques nécessairement, mais c'est plus une façon un état d'esprit, une forme de courage, une forme de ce vers quoi nous tendons collectivement, individuellement, est quand même brutal et violent, et va amener d'une manière ou d'une autre, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science, va amener quand même des bouleversements profonds. Donc il y a 2 solutions aujourd'hui, à mon sens en fait. Si moi je devais demain conseiller à un dirigeant d'entreprise, par exemple, je me garderais bien de toute forme de jugement ou d'injonction. Encore une fois, j'ai vraiment la lucidité de me dire, mais qu'est-ce que ça doit être difficile d'être chef d'entreprise, quoi. En tout cas, bien souvent. Mais pour autant, je pense que c'est pas rendre service aux dirigeants que d'essayer d'un peu de mettre de l'eau dans son vin pour ramener les choses d'une manière un peu moins brutale, en disant oui, tu vas voir, ça va pas être si compliqué. Parce que je pense que finalement, ce n'est jamais qu'anticiper quelque chose auquel les entreprises seront confrontées au fil du temps, et je pense que ça s'accélère, hein. On voit bien aujourd'hui, par exemple, l'usage de l'eau, concrètement, et ces sujets-là sont en train d'accélérer à la vitesse grand V, mais il y a encore 3-4 ans, sur la partie environnementale, on n'entendait pas trop parler de l'eau, moins en tout cas que ce qu'on pouvait imaginer aujourd'hui. Donc finalement, si on n'anticipe pas ça, et si on n'a pas cette forme de radicalité, cette forme d'exigence, l'entreprise quelque part, ou cette organisation de création de valeur va le payer à un moment ou à un autre. En tout cas, il y a un grand risque qu'elle le paye à un moment ou à un autre. Et finalement, la RSE, c'est aussi la gestion du risque, la gestion des risques extra-financiers. Donc oui, il y a une forme d'exigence, voilà, plus que de radicalité finalement. Il y a une forme d'exigence que je veux garder en moi, et que dans ma réflexion sur les 20 années qui viennent dans ma carrière, je souhaite conserver. Oui, c'est pas facile. Ça oblige aussi à certains refus, à prendre des risques aussi, mais on peut pas faire autrement en fait. C'est-à-dire que c'est écrit en fait. La durabilité, c'est ça. C'est une forme d'exigence permanente. C'est pas facile.
mais on n'a pas le choix, quoi. Et la nature, le vivant, à mon sens, nous le rappellera d'une manière ou d'une autre si jamais on prend encore plus de retard que ce qu'on a déjà pris. Tu parlais de maturité. Moi, ça m'a rappelé finalement toutes ces années où j'étais beaucoup sur les sujets d'accompagnement de transformation digitale, où pour moi, j'essayais de schématiser quand j'arrivais dans une organisation qu'il fallait recruter des équipes avec une expertise, une couleur digitale. C'est de repérer si j'étais dans la maturité 0, 1.0, 2.0, 3.0. Et pour moi, effectivement, le début, c'était on recrute un expert du digital qui est vraiment monsieur ou madame digital dans l'entreprise. Ensuite, on a une équipe. La maturité, l'étape d'après, on a une équipe qui représente l'expertise digitale dans l'entreprise. Après, troisième étape, finalement, il y a un peu de digital, il y a des experts dans toutes les équipes, pas simplement rattachés au marketing, mais sur l'ensemble des équipes. Et la dernière étape, souvent, le Chief Digital Officer part avec l'eau du bain et en fait toute l'entreprise en fait s'est digitalisée et c'est plus une expertise en fait, ça a touché et la culture et le business model, etc. C'est ça. Et je me suis toujours dit tiens, ça peut être inspirant dans la manière d'accompagner le changement de la transition écologique et solidaire. Et par contre, ce que je me demande, c'est au regard de l'urgence, est-ce que on va passer par toutes ces étapes ou est-ce qu'il y a des entreprises qui vont sauter en fait l'étape d'avoir un expert parce que finalement ça va devoir être directement dans tous les métiers. C'est peut-être complètement utopique, mais c'est une question que je me pose. Je le vois dans des entreprises qui ont des cultures. Je vois ce genre de réflexion d'organisation arriver dans des entreprises qui ont grandi très 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 rapidement. Par exemple dans le domaine des scale-up, dans la tech, où ils sont passés vraiment de la taille d'une centaine de personnes à plusieurs milliers en à peine quelques années, où effectivement le sujet RSE est pas forcément porté par un département RSE, mais plus soit directement par des fonctions RH, soit directement au niveau de toute façon, au niveau aussi du COMEX et du CODIR, mais il n'y a pas cette étape expertise. Ou alors, c'est pris par la norme, comme tu dis, par le label, donc le label B Corp ou l'entreprise à mission, qui est complémentaire, hein, c'est pas l'un ou l'autre. Mais voilà, donc c'est un peu la question que je me pose sur cette histoire de maturité et donc aussi de comment prendre sa place en tant que manager sur quelles sont les carrières, en fait, les chemins de carrière possibles pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a appris dans un diplôme RSE. En fait. Ça pourrait faire l'objet de 15 podcasts, là, ce que tu me demandes, et je me garderais bien de me prévaloir d'une quelconque expertise sur le sujet. Ce que je constate, moi, effectivement, c'est qu'on nous le dit quand même depuis quelques années que, effectivement, une des clés de la propagation de la RSE, c'est le fait qu'elle infuse dans tous les postes de l'entreprise. Et donc, quid de la fonction de responsable RSE? Qu'est-ce qu'il va devenir demain? Il est mort, c'est terminé, parce que tout le monde fera de la RSE. Alors, c'est juste une observation que je fais, mais la fonction de responsable RSE ou de responsable de la durabilité, elle sera quand même, à mon sens, extrêmement importante et pertinente dans cette fonction. Alors, ce que je vois moi, encore une fois, c'est très modestement que je dis ça, parce que je me considère pas comme un expert, mais de ce que j'observe finalement depuis 15 ans, et puis encore plus depuis quelques mois, c'est que il y a quand même une fonction de garde-fou quelque part, ne serait-ce que parce que l'évolution réglementaire est tellement rapide que on peut pas demander nécessairement à des managers terrain d'aller en plus avoir cette veille permanente, cette veille réglementaire. C'est impossible en fait, et c'est pas le but. Donc effectivement, dans l'absolu, pour qu'une entreprise intègre une stratégie de durabilité, il faut qu'effectivement elle soit partagée par l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Ça me semble indispensable, et c'est ce qu'on constate quand même dans les entreprises qui aujourd'hui, à mon sens, sont les plus matures et les plus efficaces, parce qu'on parle beaucoup de maturité RSE. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent, même très régulièrement, dans l'immense majorité des cas, à cette maturité durable, on va dire, est associée une vraie performance en fait. Performance de durabilité, mais performance économique. Donc non seulement c'est bien de dire que ces entreprises sont matures et qu'elles sont avant-gardistes, mais c'est surtout qu'elles sont terriblement efficaces, quoi. Et c'est des belles boîtes en fait, c'est des boîtes qui fonctionnent bien.
Alors peut-être qu'on met peut-être un peu trop l'éclairage sur celles qui fonctionnent et moins sur celles qui fonctionnent pas, mais il y a quand même aujourd'hui suffisamment de recul pour dire que ces entreprises qui ont été un peu avant-gardistes, des dirigeants qui ont été un peu pionniers, aujourd'hui sont quand même performants et pertinents. Et dans ces entreprises-là, il y a eu vraiment cette capacité d'entraînement de l'ensemble des équipes. Après, il ne faut pas oublier non plus que je ne pense pas que l'immense majorité des salariés aujourd'hui des entreprises soient vraiment sensibles à tous ces sujets-là. Il y a des demandes, pour le coup, je pense sincèrement, et c'est pour ça quand on réfléchit à nouveau à ces questions de grande démission, de valeur travail, c'est pour ça qu'on y est confronté aussi, c'est parce que il y a des attentes de la part des salariés sur la manière de manager, sur la gouvernance de l'entreprise. Mais je pense que pour autant, qu'il s'agit effectivement de transformer son activité professionnelle, individuelle au sein d'une entreprise, je pense pas que l'immense majorité des salariés aujourd'hui ont encore suffisamment de connaissances aussi et de maturité, de connaissances sur ces sujets-là pour être OK, pour dire oui, je vais complètement transformer mon boulot. Voir ça, je vais changer de boulot dans les 5 ans, quoi. Donc, faut pas oublier ça. Donc, c'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir tout transformer, mais c'est compliqué. Mais c'est pour ça que il y a un sujet qui remonte, parce que moi, qui me semble, mais essentiel, en fait. Essentiel. C'est la question de la raison d'être de l'entreprise, quoi. C'est pas pour rien qu'on a quand même fait une loi. Enfin, on n'a pas fait qu'une loi, mais ça a été intégré à une loi. Je pense que, et c'est aussi un des éléments qui m'a le plus marqué, moi, dans la RSE, telle qu'elle est dictée par l'ISO 26000, c'est-à-dire que c'est une démarche fondamentale de réfléchir à sa raison d'être. Mais c'est extrêmement compliqué, c'est long. Et malheureusement, je crains qu'effectivement, parfois, on passe par des raccourcis, on court-circuite un peu le processus, qui fait que ça se rapproche plus de l'exercice marketing que finalement de la constitution de ce qui est une raison d'être dans une entreprise. Et tu vois, pendant que j'y pense, aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, et je trouve que moi, j'ai envie de dire aux responsables RSE, OK, faites faire des fresques du climat à votre codir, c'est extrêmement important en termes de sensibilisation et de prise de conscience. Mais de grâce, faites-leur lire l'ISO 26000 et faites-leur lire certains livres comme Reinventing Organizations pour qu'il y ait autre chose que finalement cette espèce de travail de surface. Et il faut transformer effectivement comme tu le disais très bien d'ailleurs, la culture de l'entreprise et la manière dont on aborde le business model, le modèle de création de valeur. Je suis tout à fait sensible à ce que tu partages, en fait, parce que finalement, dans ce que tu dis, il y a d'un côté, finalement, oui, si, c'est important d'avoir une figure qui incarne cette volonté de transformation dans l'entreprise et qui n'est pas en charge de mener la transformation, parce que ça ne peut pas se faire tout seul, mais qui est garant, en tout cas, de pouvoir s'assurer que l'ensemble des métiers acquièrent les informations, cette logique de formation en interne pour tous les métiers au sujet, et cette dimension autre clé qui est que l'entreprise soit elle-même en mouvement, avec un vrai travail fondamental sur la raison d'être, sur la gouvernance et sur les modèles d'affaires, et donc un vrai travail d'accompagnement du CODIR par la personne RSE ou pas. Comment ça, tu le vois ouais. Ah oui, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. C'est justement il y a 15 ans, pendant cette conférence sur la RSE et cette présentation de l'ISO 26000, je suis allé voir l'expert qui nous a fait la conférence. À l'époque, j'avais position d'un peu de middle manager, j'étais chef de service dans un hôtel, mais je ne sentais pas, ni de la part de mon directeur, et encore moins de la part des propriétaires de l'hôtel, cette réelle volonté d'aller vers ces questions-là. Et donc, j'ai posé la question au conférencier, je dis, mais est-ce que vous croyez que moi, en tant que middle manager, j'ai la moindre chance d'impulser une stratégie de durabilité, une stratégie RSE au sein de l'entreprise? Et j'avais à peine terminé ma question. Il m'a coupé, mais il dit non. Non, c'est pas possible. Vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que si ça ne part pas de tout en haut, si ça ne part pas des dirigeants, du COMEX ou du CODIR, ça ne pourra pas fonctionner. C'est qu'il y a nécessairement, et tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, il y a nécessairement le fait d'incarner effectivement ces convictions-là. Alors c'est difficile parce que tant qu'on n'a pas les convictions, c'est difficile de les incarner. Mais il y a forcément cette stratégie de durabilité, elle doit forcément être portée par le dirigeant. Mais pour autant, il y a une nécessité d'accompagner effectivement les dirigeants, d'accompagner la gouvernance de l'entreprise. Et c'est là qu'effectivement l'expertise joue à plein. Et tu me parlais effectivement de cette reprise d'études. On a eu à analyser des reportings extra-financiers. C'est là-dessus que moi j'ai rédigé ce qu'on appelle la thèse professionnelle. Donc j'ai planché dessus dans le cadre de la fin d'études. Et quand on regarde un peu les rapports extra-financiers, même des grands groupes cotés, souvent on voit bien qu'effectivement dans la gouvernance, on n'y est pas encore effectivement. Alors il y a
parfois des comités RSE, mais quand on regarde les compétences des conseils d'administration, par exemple, les compétences en durabilité, en extra-financier, elles sont quasi inexistantes ou elles sont assez faibles dans encore beaucoup de groupes, quoi. Donc, on se dit que là, il y a une sorte de nœud du problème qu'il va falloir dénouer, parce que tant que les gouvernances, tant que les têtes pensantes, les têtes dirigeantes ne prennent pas conscience de ça et de la nécessité aussi de restructurer la manière dont ils gèrent leur entreprise, dans la prise de décision, dans l'implication des salariés. Donc, je pense qu'on n'ira pas au cœur des transformations dont on a besoin. Après, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais ça n'est vraiment que mon point de vue, certes façonné par 15 ans de conviction et de recherche, et puis voilà, et puis peut-être une reprise d'études aussi qui nous a apporté des lumières assez précises là-dessus, mais ça n'engage que moi, mais c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup en tant que dirigeant, puisque j'ai dirigé des petites entreprises. Donc et encore une fois, il y a des exemples, beaucoup d'exemples, qui montrent que ça peut fonctionner à des échelles très importantes. Je parlais d'un livre, le livre de Paul Polman, Net Positive, il est très intéressant de ce point de vue-là. Je trouve qu'il y a des choses à aller chercher chez des pionniers qui sont extrêmement intéressantes et très nourrissantes. Voilà, alors je pars un peu dans tous les sens, parce que c'est très complexe, mais voilà. Mais en fait, je pense que c'est important que ça part dans tous les sens. Moi, j'ai une vision assez systémique, en fait, de la transformation d'une entreprise ou d'un écosystème d'entreprise. Je pense que c'est important que ça parte dans tous les sens. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à faire les interviews pour le podcast, j'ai vraiment cette vision du lanceur d'alerte, des canaris qui portent le changement. Aujourd'hui, je m'aperçois, en accompagnant soit des individus, soit des collectifs, soit des organisations, que parfois c'est le collectif qui porte l'individu. Je ne suis pas pour non plus ne rien faire parce que c'est pas suffisamment encore authentique ou suffisamment incarné par la direction, par exemple. Parce que j'ai vu aussi beaucoup de chemins de carrière, par exemple dernièrement, de personnes qui avaient été, par exemple, ambassadeurs RSE dans le cadre d'un groupe, n'étaient pas forcément sensibles à cette question avant, et qui, finalement, ont fait le choix, ça a cheminé, et ont fait le choix d'être les personnes porteuses dans une autre entreprise. Ouais. Dans le dernier épisode diffusé dédié à la Convention des entreprises pour le climat, où Monsieur Frati, qui avait été dans la Convention citoyenne pour le climat, qui avait été tiré au sort, pas du tout sensible au sujet, aujourd'hui est un activiste, porteur de collectif. Et donc, à un moment, il faut bien que ça commence quelque part. Et je pense que ça ne peut pas partir que d'un seul endroit non plus. C'est qu'un codir qui n'aurait pas en fait de middle management engagé ou qui tirerait, c'est pas possible non plus. Donc, je pense qu'effectivement, il faut que les foyers d'action soient décentralisés et partent de toutes parts, et que tant mieux si ça part un peu dans tous les sens parfois. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça, je trouve que c'est très pertinent ce que tu dis, c'est très vrai encore. Parce que il faut distinguer deux choses. Effectivement, il faut distinguer la stratégie de durabilité, donc la restructuration ou la transformation du modèle de création de valeur de l'entreprise. Et là, il y a un niveau d'exigence très important, mais qui part de tout en haut et qui découle après effectivement dans l'ensemble de l'entreprise. Et là, c'est important qu'on ait que ce soit vraiment structuré. C'est ce qui manque souvent en l'occurrence. Et comme c'est pas structuré, finalement, ça ne touche pas les fonctions plus opérationnelles. C'est-à-dire que ça peut rester soit très très haut, très macro, très haut, ou alors ça peut être à la fois très haut et puis après plutôt en bas ou sur des fonctions finalement très en aval, en disant par exemple on a un dirigeant qui est convaincu, il a pas la capacité ou la possibilité de transformer son modèle. Par contre, il va quand même faire un reporting extra-financier, donc qui du coup ne repose pas sur grand-chose, parce que le reporting extra-financier, normalement, c'est la colonne vertébrale aussi de ta stratégie de durabilité. Mais pour autant, après ça, effectivement, si ça reste à des sphères très hautes, comme tu le dis, tu ne touches pas. Mais je pense que c'est important d'avoir quelque chose de très structuré et de très solide dans sa stratégie de durabilité, du CODIR, du COMEX, des dirigeants, jusqu'aux équipes opérationnelles. Et après, effectivement, je pense qu'il y a autre chose qui est sous-tendue, c'est cette nécessité aussi de faire un peu feu de tout bois, et puis on doit tellement changer les modèles qu'il faut quand même qu'on revoie même la manière dont on fait de l'innovation quelque part, quoi.
Et la manière dont on va réussir à innover correctement, je pense, pour répondre à ces enjeux-là, c'est aussi en faisant un peu bouillonner tout ça. Et ça, j'étais pas forcément convaincu de ça, bon, en tout cas moins à une époque, mais là, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que les solutions, elles se trouvent pas dans la manière dont on innove encore aujourd'hui, mais elles se trouvent dans la manière dont on arrivera à innover demain. Mais c'est marrant, c'est peut-être aussi encore en parallèle avec une forme de création artistique, c'est de dire, mais il faut un peu qu'on casse le moule, quoi, parce que sinon, on va pas y arriver. Et si on reste dans une forme de côté un peu orthodoxe de l'innovation, et dire, on va changer, mais pas sans trop changer, parce que sinon, on va pas trop où on va, à mon avis, ça marchera pas. Donc, il y a à la fois... Jamais, peut-être la prochaine chanson que tu vas écrire, tu commenceras par le refrain. T'attends ça voir. Et du coup, effectivement, non, mais je pense que tu as raison. Mais il y a quand même une nécessité de structuration voilà, c'est pas pour rien que la gouvernance est au cœur, effectivement, de l'ISO 26000, c'est parce que ça se joue là, la gouvernance, les parties prenantes, quoi. Tout est là. Après, les sujets, les grandes familles, les grands enjeux, ok, ça, et c'est là, pour le coup, il faut vraiment partir très large, il faut vraiment ouvrir, il faut vraiment diverger, mais il y a quand même une nécessité de structuration à un moment donné. Donc, il y a les deux, en fait. Et là, quand il y a les deux, en règle générale, c'est diablement efficace. Du bouillonnement structuré. Voilà, exactement. J'adore c'est dans les polarités et les paradoxes. Ouais, exactement. Ouais. Donc, tu viens de démarrer dans de nouvelles fonctions. Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans cette aventure ? Quelles sont les cases cochées ? Ouais, c'est une bonne question. C'est des rencontres, déjà, je pense, avec des personnes qui m'ont convaincu de les rejoindre, et puis un sujet qui me touche, quoi. Donc, voilà, c'est en l'occurrence la prévention santé, mais qui est finalement très en lien avec tous ces sujets sociétaux. Toi, quels sont finalement les ingrédients auxquels tu es extrêmement vigilant pour intégrer une entreprise avec une casquette de management ou une organisation ? Qu'est-ce que tu vas regarder attentivement pour décider, pour choisir ? Ça, c'est une excellente question, Perrine. Alors, je ne sais pas si je vais regarder en l'occurrence, mais peut-être je vais insister sur ce que je ressens. Alors, c'est parfois qui tout double. Alors, il y a quand même des éléments qu'on peut regarder. Très concrètement, c'est aussi l'avantage aujourd'hui notamment des rapports RSE, notamment de la déclaration de performance extra-financière, c'est que, puisqu'elle est obligatoire pour un certain nombre d'entreprises, en tout cas les entreprises d'une certaine taille, c'est que tu as quand même déjà, quand tu arrives à décortiquer un petit peu ce qui se dit, ce qui s'écrit, ou ce qui n'est pas dit d'ailleurs, ce qui est dit et de quelle manière c'est dit, tu peux quand même, en règle générale, en retirer quand même quelques idées sur la manière dont fonctionne l'entreprise. Je ne vais pas dire que le modèle économique joue, mais si, un peu quand même, clairement. Alors, il va falloir transformer tous les modèles, certes, mais c'est vrai que le secteur d'activité est quand même important dans l'intérêt que je vais pouvoir avoir pour l'entreprise, même si c'est pas la panacée. Donc, il peut y avoir des secteurs d'activité qui semblent sur le papier vertueux, mais avec des méthodes de gouvernance ou des méthodes managériales qui soient aussi vraiment peu alignées avec ce en quoi je crois moi depuis 20 ans et ce que j'ai notamment pu connaître au début de ma carrière. Donc, mais après, au-delà effectivement d'aller faire cette analyse-là et de dire effectivement qu'est-ce qu'ils disent en fait, si jamais il y a ces supports-là, c'est d'essayer d'avoir la chance de rencontrer les dirigeants et de poser des questions ou d'échanger et de voir un peu les réponses sur certains sujets. Mais en fait, je pense que ce qui manque, je sais pas si ça manque, mais ce sur quoi repose beaucoup un bon management, c'est quand même du bon sens avant tout. Quand on a l'impression que ce bon sens est un peu court-circuité par des questions, des choses un peu alambiquées, un peu compliquées, et quand on pose des questions qui semblent appeler des réponses justement de bon sens, et qu'on se rend bien compte que les réponses sont beaucoup plus alambiquées que ça, en général, moi j'ai rencontré pas mal de dirigeants parce que j'ai souvent changé de poste aussi, et je me suis souvent rendu compte qu'il y avait une forme de ça reflétait une forme d'inconfort de la part des dirigeants à parler de ces sujets, et donc du coup il y avait un peu anguille sous roche, quoi. Donc c'est pas très clair, mais en gros c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui humainement motive un dirigeant à accompagner ses équipes d'une certaine manière, parce que là on est vraiment, tu évoquais le management, donc c'est vraiment ça que j'essaie de creuser, et peut-être qu'avec l'expérience aussi on arrive à déceler chez les gens certains traits de caractère, ne serait-ce qu'en leur parlant pendant 1 heure, 1 heure et demie au gré d'un entretien, et donc c'est d'essayer par un peu à y aller, un gut feeling, un peu de se dire, tiens, comment je l'ai ressenti, ça, qu'est-ce qui m'a gêné, pourquoi ça m'a gêné, et au fond de moi, quelle émotion ça a généré chez moi, et qu'est-ce qui fait que, finalement, ça a pu me bloquer, que ça me fait douter de ma capacité à
à intégrer cette entreprise ou à être en phase avec effectivement la manière dont le dirigeant se préoccupe de ces questions sociales au sein de son entreprise, quoi. C'est plutôt ça que je regarde aujourd'hui. Et toi, tu as envie de projeter quoi? Oh là là, je sais pas, Perrine, je sais pas du tout. Ce que j'aimerais peut-être, tu vois, on en parlait au début du podcast, c'est peut-être de... Bon, j'ai des convictions, notamment sur la manière de gérer les femmes et les hommes qui composent une entreprise ou une organisation. Et j'aimerais que finalement, en tout cas, j'espère que dans mon quotidien professionnel, ce que je fais, la manière dont je travaille, est fidèle à ces convictions-là. Je ne sois pas complètement désaligné et déphasé, parce que sinon, ça doit être terrible pour les personnes qui travaillent avec moi. Et peut-être, j'espère en tout cas que dans mon quotidien, j'arrive de temps en temps à donner envie, mais très modestement, encore une fois, hein, mais de donner envie de faire les choses d'une certaine manière, comme les managers que j'ai connus au début de mon carrière m'ont donné envie de faire les choses d'une certaine manière. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, ben c'est quand même grâce à eux. D'ailleurs, il y a des moments où ils m'ont vraiment fortement influencé, voire bluffé parfois, et juste, ils m'ont fait dire, mais waouh, un jour j'aimerais vraiment être comme eux, vraiment. Et donc, et finalement, ben, sur tous ces sujets de durabilité, de RSE, de transition, ben, c'est d'essayer de donner envie, de dire, bah oui, tiens, c'est faire ça qu'il faut aller, c'est comme ça qu'il faut faire. Effectivement, ça semble très pertinent, tout à fait réaliste, raisonnable et applicable, et plein de bon sens. Donc finalement, c'est peut-être ça en fait que j'aimerais faire, c'est te dire, bah, vous voyez, c'est comme ça que moi je fais, c'est comme ça qu'on a appris à faire il y a 20 ans, 22 ans, 23 ans. Et c'est comme ça que je fais depuis 15 ans, et j'essaye en permanence d'améliorer quand même, mais et finalement, ça semble pas trop mal marcher, donc je sais pas, réfléchissez-y peut-être. Réfléchissez-y, c'est un peu... Être un manager de la manière qui donne envie aux autres d'être manager, c'est chouette ça. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, bah ouais, j'espère. Si ça peut être ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Quel est ton canary call, le message que tu as envie de passer au plus grand nombre? Il y en a plusieurs, non, il n'y en a pas plusieurs, mais alors c'est peut-être un petit message, ça rejoint ce que je disais il y a quelques instants, c'est j'espère sincèrement que ceux qui écouteront aujourd'hui, enfin, et tout à chacun d'ailleurs, aura l'occasion de rencontrer des gens comme ça dans leur carrière ou même dans leur vie perso, qui les impactent, qui les influencent, qui changent un peu les choses, qui fait un peu dévier la trajectoire, qui bouscule, qui chamboule, et je pense que ça se trouve pas comme ça du jour au lendemain nécessairement. Donc il faut aussi aller vers les autres, il faut vouloir ces rencontres, je pense. Et donc peut-être que mon message, c'est pas si les gens en ont envie évidemment, mais pourtant je suis pas quelqu'un qui va nécessairement facilement vers les autres, mais la clé, elle est peut-être là, finalement, au-delà d'aller chercher des compétences, au-delà d'aller chercher l'entreprise qui va bien, au-delà d'aller chercher le boss qui va bien, c'est peut-être de continuer, de perpétuellement chercher, finalement, ces petites expériences, ces rencontres, ces échanges, comme l'échange que tu me donnes la chance de faire aujourd'hui avec toi, c'est d'essayer au quotidien d'avoir ces moments-là, parce que c'est quand même extrêmement enrichissant, ça fait un bien fou. Et donc, c'est peut-être un petit peu ça que j'ai envie de dire. Ça sonne un peu comme un vieux sur le retour. Mais j'entends finalement aller au-devant des rencontres qui bousculent, c'est ça? Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Tu l'as bien résumé. Ouais, allez, faisons cela. Parce que c'est peut-être aussi comme ça qu'on avance le mieux, quoi. En tout cas, c'est moi ce qui m'a beaucoup aidé. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, quoi, finalement. Si j'avais pas fait ces rencontres-là au début de carrière, enfin, on se rend compte après quand on tire un peu le fil de tout ce cheminement, parce qu'il y a forcément un moment, un cheminement. Donc, oui, essayer d'aller vers les autres, mais sans jugement, quoi, en essayant aussi de se remettre un peu en cause en permanence. Et c'est pas facile parce qu'on est en permanence dans ces injonctions à juger, à s'imposer, à montrer qui on est, à montrer comment on est fort, et on sait tout mieux que tout le monde. Donc c'est compliqué aussi d'essayer de casser un peu ça, mais d'essayer de se dire que on peut apprendre de n'importe qui, c'est quand même
Ce que je sais, c'est que je ne sais rien comme floriste. Donc voilà, peut-être ça, mais alors, voilà, très modestement, hein, je n'envisage pas de changer le monde en faisant ça, mais voilà. Moi, j'essaie de me l'appliquer le plus souvent possible. Merci beaucoup, Laurent. J'entends à la fois beaucoup d'humilité et un vrai courage managérial. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup d'optimisme. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Perrine. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.